Merci beaucoup pour ce duo qui ressemblait du coup vraiment Aux beaucoup commentateurs. à ceux des commentateurs des chaînes YouTube. On passe à des questions ou tout de suite à l'intervention et je vois que le quatrième intervenant est arrivé. Bonjour. Non, c'est la course pour vous, mais vous n'êtes pas en retard. Merci beaucoup. Donc, très vite, quelques mots sur notre intervenante, Maëva D'Agostino, qui est en Master 2 de psychologie clinique et de psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale à Nanterre et qui s'oriente vers la psychiatrie adulte, le psychotrauma et les addictions aux jeux de hasard et d'argent. Vous avez la parole pour une intervention intitulée Étude des liens sur des événements de vie adverses et de jeux problématiques. On retrouve des thématiques déjà traitées. Alors, donc, bonjour à tous. Déjà, je voudrais remercier Boris Noyer ainsi que Lucia Roumeau de m'avoir permis de participer à cette journée. Et je remercie également toutes les personnes qui ont pu faire en sorte que cette journée soit possible. Euh, Oui, c'est celui-là. Alors, donc, si je suis présente aujourd'hui parmi vous, eh bien, c'est pour vous présenter le travail de recherche que j'ai pu mener durant mon mémoire de Master 1, qui porte eh bien, sur l'étude des liens sur les événements de vie adverse et le jeu problématique, et plus précisément ici sur les paris sportifs en ligne. Cette étude eh bien, est un travail de laboratoire qui a été réalisé sous la direction de Madame Romo Lucia, ainsi qu'en collaboration avec Samantha Tessier et Oulman Zerouni. Alors, je vais commencer déjà par vous présenter un petit peu le plan de cette présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une brève introduction sur les paris sportifs en ligne. Et ensuite, eh bien, je développerai les points issus de la littérature scientifique sur lesquels je me suis basée, à savoir précisément, euh, donc, les facteurs de risque des joueurs ayant une pratique problématique. On parlera ensuite de la motivation des joueurs. Donc, je vous expliquerai un modèle. Par la suite, on parlera du traumatisme et du trouble des jeux. Et je vous parlerai un petit peu des expériences défavorables durant l'enfance, également appelées les SCE. Je vous présenterai par la suite ma problématique, les objectifs de l'étude, les hypothèses de travail, la méthode ainsi que les instruments d'évaluation, les résultats principaux et on terminera sur une discussion et une conclusion. Alors, donc, tout d'abord, le jeu eh bien, est une activité populaire qui envahit bon nombre de nos sociétés, notamment les sociétés occidentales dont la France fait partie. Mais depuis quelques années, nous avons un nouveau phénomène de jeu qui suscite de nombreuses inquiétudes chez les spécialistes, ce sont les paris sportifs en ligne. La littérature, elle commence petit à petit à se diversifier sur cette pratique. En effet, il s'agit d'une pratique qui est récente et légalement possible depuis 2010 uniquement. L'analyse annuelle du marché des jeux d'argent et de hasard en France a publié un rapport en 2022 mettant en avant les éléments ci-dessous. Donc, le football est le sport qui reste le plus populaire chez nos parieurs sportifs avec à peu près 56% de mise, soit à peu près 4,6 millions d'euros à l'année. Le tennis, lui, arrive en seconde position avec à peu près 22% des mises. En troisième position, nous retrouvons donc le basket avec à peu près 997 millions d'euros, soit à peu près 12% des mises engagées dans l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, eh bien, les parieurs sportifs eh bien, ont d'autres thématiques de prédilection sur le sport, à savoir notamment le volleyball, le handball ainsi que le rugby. Les paris sportifs représentent actuellement une préoccupation en matière de santé publique. En effet, la littérature scientifique ainsi que les nombreux rapports qui ont été publiés par l'ANJ nous informent de l'augmentation de cette pratique qui s'explique avant tout par l'augmentation des stratégies de communication. Ces stratégies de communication, elles visent dans un premier temps eh bien, à réduire la perception des risques chez nos joueurs au profit d'une perception des risques comme étant courante et populaire dans le sport. Peu de joueurs finalement pensent donc à aller se questionner sur leur pratique de jeu et donc pensent à consulter auprès d'un professionnel. Il est alors finalement nécessaire, indispensable, que la recherche continue à investiguer cette problématique pour comprendre au mieux les aspects psychopathologiques des parieurs sportifs en ligne. Donc, dans la recherche scientifique, de nombreux auteurs mettent en avant des facteurs de risque à la fois sociodémographiques, comportementaux et psychologiques. Donc, en ce qui concerne les facteurs de risque sociodémographiques, il semblerait que les individus qui aient une pratique problématique soient davantage des hommes plutôt jeunes, célibataires et sans enfants à charge. Ils auraient un environnement de vie plutôt solitaire, avec un niveau d'éducation moyen à faible,
Donc ici, j'entends les individus qui ont uniquement le bac. Ils posséderaient un indice de position socio-économique plus faible, avec par conséquent eh bien, des revenus plus bas, et leurs dépenses mensuelles seraient davantage élevées, avec un niveau d'endettement par conséquent plus important. En ce qui concerne les facteurs de risque comportementaux et psychologiques, il semblerait que les parieurs sportifs ayant une pratique problématique présentent une détresse psychologique assez importante. Ils auraient des cognitions erronées, une difficulté dans la régulation de leurs émotions. Ils posséderaient plus de comptes actifs et parieraient davantage sur le sport avec une préférence de pari et bien sur les plateformes en ligne. En ce qui concerne la motivation à jouer, les individus se livrent à des comportements de jeu pour diverses raisons. Or, certaines de ces raisons sont plus problématiques que d'autres en ce qui concerne les jeux d'argent et de hasard. Donc ici, je vais vous parler d'un modèle qui a été développé par Stewart et Zach en 2008, qui explique un petit peu la motivation des joueurs. Donc, nous avons la motivation d'adaptation, également appelée motivation de coping. Cette motivation, elle serait davantage utilisée par les joueurs pour tenter de diminuer les émotions négatives. Il serait caractérisé par un niveau élevé de dépression, d'anxiété et de stress perçu. Ils joueraient finalement pour échapper à leurs états émotionnels négatifs et faire face aux événements de vie potentiellement stressants. Ensuite, nous avons la motivation d'amélioration. Celle-ci, elle serait davantage utilisée pour maximiser les émotions positives. Les individus auraient un niveau élevé de recherche de sensations, d'impulsivité et de sentiments d'excitation. Enfin, nous avons la motivation sociale. Cette motivation serait davantage utilisée pour tenter d'augmenter l'affiliation sociale. Les individus seraient exemptés de psychopathologies comorbides et de traits de personnalité dysfonctionnels et seraient considérés par conséquent comme un facteur de risque. En ce qui concerne le traumatisme et le trouble du jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature scientifique commence actuellement elle est en pleine expansion actuellement sur le lien entre ces deux variables. Donc, ce que nous savons, c'est que de nombreuses études mettent en avant que les individus qui présentent un trouble du jeu, auraient une plus grande symptomatologie due au stress traumatique ainsi qu'une excitation physiologique beaucoup plus élevée. Dans leur étude, les Djaroud et al. Ont mis en évidence que les sujets qui avaient un diagnostic de trouble de stress post-traumatique utilisaient davantage le jeu comme moyen de faire face aux émotions négatives ressenties. Dans cette même étude, nous avons 34% des personnes à la recherche d'un traitement qui auraient un trouble de stress post-traumatique et qui auraient également subi de mauvais traitements durant l'enfance. Dans cette même étude, les auteurs ont mis en avant que il y avait beaucoup plus de femmes finalement qui présentaient un trouble de stress post-traumatique. Ce qui est vraiment important ici à prendre en compte, c'est la motivation pour le jeu, pour comprendre le rôle que va jouer le jeu pour un joueur pathologique atteint de troubles de stress post-traumatique. En effet, les personnes ayant une psychopathologie résultant d'un traumatisme peuvent davantage utiliser le jeu comme moyen d'échapper aux affects négatifs plutôt finalement que pour l'amélioration sociale. En ce qui concerne donc les expériences défavorables durant l'enfance, également appelées les ACE, donc Adverse Childhood Experiences, la négligence physique, l'abus émotionnel, l'abus physique et sexuel seraient fortement corrélés avec les symptômes d'un trouble du jeu. Ils seraient considérés comme les principaux facteurs de risque. Le jeu d'argent problématique ainsi que la présence de maltraitance durant l'enfance sont extrêmement comorbides et le traumatisme infantile jouerait finalement un rôle extrêmement important dans le développement d'un trouble du jeu. D'après l'étude de Sharman et al., c'était la négligence physique qui était le prédicteur le plus important de la présence d'un trouble du jeu. Donc, je cite l'auteur, « Les personnes ayant été exposées à la négligence physique pendant l'enfance recherchent inconsciemment un gain matériel ou un mode de vie plus épanouissant à l'âge adulte, choses qui peuvent être réalisées par l'usage du jeu. » Donc, suite à toutes ces données issues de la littérature scientifique, nous avons proposé la problématique suivante. Les aspects traumatiques sont-ils des facteurs prédictifs de la sévérité de la pratique de jeu chez les joueurs de jeux de hasard et d'argent? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre échantillon, la majorité sont des joueurs en ligne, dont notamment des parieurs sportifs. En ce qui concerne les objectifs de cette étude, nous en avions deux. Le premier était de pouvoir étudier la relation entre les aspects traumatiques et une pratique problématique des paris sportifs en ligne. Le deuxième était de pouvoir mettre en avant la présence et l'articulation de plusieurs dimensions psychologiques lors d'une pratique problématique des paris sportifs en ligne. Suite à ça, nous avons testé 4 hypothèses opérationnelles. La première est que la comparaison des individus avec un score pathologique à l'ICJE et ceux avec un score à risque auront des motivations différentes et cette différence sera également marquée en fonction du sexe des participants.
La deuxième est que plus le score à l'ICJE est élevé, c'est-à-dire supérieur à 5, et plus le score à l'ITQ allait également l'être, et cela serait d'autant plus présent chez les participants femmes. Pour notre troisième hypothèse opérationnelle, donc nous avons proposé qu'il existe un lien entre le type de motivation et le nombre d'événements traumatiques vécus. Enfin, le nombre d'événements traumatiques montre une différence cliniquement significative entre le groupe de joueurs à risque et le groupe de joueurs ayant une pratique pathologique. Donc, tout ce qui concerne les acronymes ICJE, ITQ, GMQF, donc je vais vous en parler dans un instant. En ce qui concerne la méthode, dans un premier temps, nous avons recruté nos participants via un questionnaire en ligne, et c'est essentiellement grâce à l'aide d'un panel que nous avons pu recruter nos participants. Le questionnaire a été mis en ligne pendant une durée de 1 mois. L'échantillon était composé de 73 participants, donc 41 hommes et 32 femmes. L'âge moyen de nos participants confondus était de 37 ans et demi. Nous avions 22 participants avec un profil de jeu à risque modéré et 51 avec un profil de jeu pathologique. En ce qui concerne nos instruments d'évaluation, donc ici, ce sont les questionnaires que nous avons utilisés pour évaluer les dimensions qui nous intéressaient. Nous avons utilisé donc l'ICJE, donc l'indice canadien du jeu excessif, qui permet de déterminer donc 4 typologies de joueurs. Nous avons créé spécialement pour l'étude un questionnaire sociodémographique et sur les habitudes de jeu. Nous avons utilisé le MHI5, qui est le Mental Health Inventory 5, qui est un questionnaire permettant d'évaluer la détresse psychologique. Il s'intéresse à la santé mentale durant le mois passé. Nous avons également utilisé le Gambling Motive Questionnaire Financial, qui est le GMQF. Donc, c'est un questionnaire qui, à la base, est issu du modèle de Stewart et Zach. Cependant, il a été critiqué par Deschamps et ses collaborateurs pour avoir négligé la dimension financière, ce qui a finalement été rajouté par la suite. Par la suite, nous avons utilisé le CTQ, donc le Childhood Trauma Questionnaire, qui permet finalement d'évaluer la présence de maltraitance durant l'enfance. Nous avons également utilisé l'échelle des cognitions liées au jeu, donc l'ECJ, qui nous a permis d'identifier les attentes des participants quant au jeu. Et enfin, nous avons utilisé l'ITQ, donc l'International Trauma Questionnaire, qui ici est une mesure brève qui a ciblé les symptômes centraux du trouble de stress post-traumatique simple et complexe chez les adultes. En ce qui concerne nos résultats principaux, pour tout ce qui est des données sociodémographiques, comportementales et psychologiques des participants ayant un profil pathologique, nous avons relevé un pourcentage beaucoup plus élevé chez les femmes. Les participants étaient mariés, pacsés ou en concubinage. Ils possédaient davantage de diplômes d'études supérieures après le bac. Ils avaient des dettes. Ils étaient en activité professionnelle. Leurs dépenses variaient de 10 à 1500 euros. Donc, on avait une différence de 300 euros avec nos joueurs à risque modéré. Ils possédaient davantage de comptes, pariaient davantage sur le sport, dont spécifiquement le football, et jouaient sur des sites illicites. Deuxièmement, ils avaient une consommation assez régulière d'alcool pendant leur session de jeu, ne penseraient pas avoir besoin d'aide et n'ont jamais consulté de centre d'aide et présenteraient une détresse psychologique très élevée. En ce qui concerne les résultats de notre première hypothèse opérationnelle, donc je vous la rappelle un petit peu, on voulait comparer les individus avec un score pathologique à l'ICJE et ceux avec un score à risque, comme quoi ils allaient avoir des motivations différentes et que cette différence allait également être marquée en fonction du sexe des participants. Ici, nous avons relevé que les femmes qui avaient un profil pathologique avaient un score de motivation sociale qui était significativement plus élevé que leurs homologues hommes. Notre première hypothèse est donc partiellement validée. En ce qui concerne notre deuxième hypothèse, je vous la rappelle là encore, on voulait mettre en avant plus le score à l'ICJE allait être élevé et plus le score à l'ITQ allait également l'être, et cela serait d'autant plus présent chez nos participants femmes. Nous avons trouvé un lien entre l'ICJE et le trouble de stress post-traumatique simple et complexe, mais aucune différence n'a été relevée en fonction du genre. Les joueurs qui ont une pratique problématique présentent finalement des taux beaucoup plus importants de troubles de stress post-traumatique. Pour vous donner quelques chiffres, 54,8% de nos joueurs avec une pratique problématique ont également un trouble de stress post-traumatique complexe et ils sont 15,1% à avoir un trauma simple. Notre deuxième hypothèse est donc partiellement validée. En ce qui concerne notre troisième hypothèse opérationnelle, on voulait savoir s'il existait un lien
entre le type de motivation utilisée et le nombre d'événements traumatiques vécus. Ce que nous avons relevé, c'est que l'abus physique, l'abus émotionnel ainsi que la négligence émotionnelle sont tous corrélés positivement et significativement à la motivation d'adaptation ou encore appelée de coping. Cette motivation serait donc utilisée pour tenter de diminuer, minimiser ou encore réduire les émotions négatives que les individus peuvent vivre, telle un petit peu finalement une stratégie de compensation. Donc, notre troisième hypothèse est donc validée. En ce qui concerne notre quatrième hypothèse opérationnelle, on voulait savoir si le nombre d'événements traumatiques allait montrer une différence cliniquement significative entre nos deux groupes, c'est-à-dire entre notre groupe ayant une pratique problématique et à risque. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'en effet, il y a une différence entre nos deux groupes pour une seule catégorie d'événements traumatiques, à savoir la négligence physique, qui était significativement plus élevée dans notre groupe pathologique plutôt que dans notre groupe à risque. Les individus qui souffrent finalement d'un trouble du jeu sont beaucoup plus enclins à avoir subi de mauvais traitements infantiles que les non-joueurs problématiques. Notre quatrième hypothèse opérationnelle est donc validée. Donc, ce qui finalement a été mis en évidence dans cette étude, c'est que nous avons pu identifier un certain nombre de facteurs de risque sociodémographiques, comportementaux et psychologiques chez nos joueurs. Nous avons pu observer l'effet du profil des joueurs sur le type de motivation utilisée en fonction du genre. Nous avons pu mettre en avant un lien entre la gravité du jeu et la présence d'un trouble de stress post-traumatique. Et enfin, nous avons pu trouver une corrélation entre trauma infantile et motivation utilisée. Donc, nous avons trouvé deux limites à cette étude. La première est que notre échantillon était composé uniquement de joueurs ayant soit une pratique problématique, soit à risque. Il serait pertinent, dans les recherches futures, de pouvoir comparer les données que nous avons eues avec un groupe contrôle, par exemple. Deuxièmement, la deuxième limite que nous pouvons évoquer dans cette étude, c'est que le recueil de données a essentiellement été quantitatif par justement ce questionnaire en ligne. Il serait pertinent par la suite de pouvoir réaliser des entretiens sur diverses thématiques afin ainsi de rajouter l'aspect qualitatif. Donc, comme nous le savons, l'augmentation des paris sportifs alerte les acteurs de santé publique sur l'émergence de troubles addictifs et psychopathologiques liés à cette pratique. Ainsi, suite à ce travail de recherche, nous émettons quelques perspectives de travail, à savoir l'importance d'évaluer les événements de vie adverses chez nos joueurs, de pouvoir tenir compte essentiellement du traumatisme dans la prise en charge et ainsi de pouvoir le traiter par la suite, de pouvoir évaluer systématiquement le jeu problématique à tous les niveaux de prise en charge, que ce soit en santé mentale et en dehors, mais de pouvoir également réaliser des actions de prévention auprès de la population générale sur ce qu'est une pratique adaptée versus les risques pour la santé mentale. Il serait également pertinent de pouvoir continuer les inclusions et de réaliser des analyses statistiques plus importantes. Donc, compte tenu de l'augmentation de cette pratique de jeu et de la non-connaissance des risques qui y sont émergents, il est donc nécessaire de poursuivre la recherche sur cette addiction comportementale. Je vous remercie de votre attention.